Allez, on poursuit. Quatrième épisode, le quatrième invisible, les normes. Le plus discret de tous et peut-être pour ça même le plus puissant. Depuis le début de cette saison, on a vu des tensions entre celui qui fait confiance et celui qui trahit, entre celui qui sait et celui qui ignore, entre l'horloge courte et l'horloge longue, et à chaque fois, sans qu'on le dise, quelque chose tranchait. Une règle, un cadre, une norme. Une norme, c'est une règle du jeu. Et il y a une vérité qu'on oublie tout le temps, celui qui écrit les règles est plus puissant que celui qui gagne la partie. Aujourd'hui, on regarde qui tient le stylo. On revient un instant sur les 3 premiers épisodes, à chaque fois il y avait un arbitrage. La confiance trahit, mais au nom de quoi juge-t-on la trahison? L'information cachée, mais qu'a-t-on le droit de faire? Et qu'est-on obligé de révéler? L'urgence imposée, mais qui décide de ce qui est un délai acceptable? À chaque fois, une règle tranchait déjà, en silence. On ne l'avait pas nommée, parce que c'est le propre des normes. Elles travaillent sans se montrer. Aujourd'hui, on les regarde en face. Commençons par le plus troublant. Les normes qui nous gouvernent le plus sont celles qu'on ne voit pas. Tu roules à droite sans jamais y penser, jusqu'au jour où tu passes une frontière et où tout s'inverse. Tu fais la queue sans même le décider, jusqu'à ce que quelqu'un te double, et là, la règle invisible te saute aux yeux. Tu dis bonjour par automatisme, jusqu'à l'oubli qui choque tout le monde. Voilà la nature d'une norme. C'est un cadre invisible. Tant que tout le monde le respecte, elle disparaît complètement. On ne la remarque qu'au moment précis où quelqu'un en sort. La transgression, c'est le seul moment où la règle redevient visible. Maintenant, prenons un cas où cette invisibilité coûte cher, un cas concret, que tu as sous les yeux tous les jours. Regarde ton clavier. La disposition des lettres n'a aucune logique. Pire, elle a été conçue à l'origine pour ralentir la frappe et éviter que les vieilles machines à écrire ne se bloquent. Le problème qu'elle résolvait a disparu il y a un siècle. Des dispositions bien plus efficaces existent, et pourtant, on tape tous encore là-dessus. Même histoire pour l'écartement des rails de train, hérité de la largeur des attelages de chevaux d'il y a 2 siècles, et aujourd'hui figé sur des continents entiers. Aucun de ces standards n'est le meilleur choix. Tous se sont imposés, et tous sont devenus aujourd'hui quasiment impossibles à changer. Alors pourquoi une règle qu'on sait mauvaise devient-elle indéboulonnable? Il y a un mécanisme et il est implacable. Une norme n'a pas besoin d'être la meilleure, il lui suffit d'arriver tôt et d'être adoptée par assez de monde. Parce qu'à partir de là, chacun l'adopte non parce qu'elle est bonne, mais parce que toutes les autres l'ont déjà été adoptées. Le clavier, tu l'apprends parce que tous les claviers sont comme ça. Et plus les gens l'adoptent, plus il devient coûteux d'en changer. Il faudrait que tout le monde change en même temps. Personne ne veut être le premier à basculer seul. Alors la norme se verrouille. Même quand une meilleure existe, juste à côté, disponible. Ce n'est pas le mérite qui gagne, c'est l'adoption. Et maintenant, le renversement, celui qui change tout. Si les normes sont si difficiles à déloger, alors les fixer devient le pouvoir suprême, le vrai pouvoir. Ce n'est pas de gagner le jeu, c'est d'écrire ses règles. Gagner une partie, c'est un coup, un seul, qui ne vaut qu'une fois. Mais fixer la règle du jeu, c'est décider d'avance de toutes les parties à venir. C'est forcer tous les autres à jouer sur ton terrain, avec tes contraintes, dans ton cadre. On a croisé cette idée avec Hobbes, quand une autorité fixait la règle par la force. Ici, on la généralise. Celui qui écrit le standard n'a même pas besoin de la force. Il lui suffit que sa règle devienne la norme. Et ne crois pas que ça se limite aux objets, au clavier et aux rails. Le vrai enjeu est ailleurs. Il est dans les normes qu'on ne voit pas du tout. La norme comptable décide ce qu'une entreprise a le droit d'appeler profit. Et changer cette règle peut transformer une société florissante en société en perte, sans qu'un seul euro ait bougé. La norme juridique décide ce qui compte comme un contrat valable, donc ce qui est défendable ou non. La norme partagée, culturelle, décide qui a tort avant même que le débat commence. Dans tous ces cas, la même chose. Celui qui fixe le standard n'a pas besoin de gagner le débat. Il l'a déjà cadré. Il a défini le terrain sur lequel le débat aura lieu. Et ça, c'est un pouvoir bien plus profond que d'avoir raison. Et tu retrouves ici une quatrième fois le motif de fond de toute cette saison. Une règle commune, ça coûte cher. Il faut la publier, la faire connaître, la mettre à jour.
surveiller qu'elle est respectée, sanctionner ceux qui s'en écartent. Un effort de coordination permanent, jamais terminé. Alors que la fragmentation, elle, est gratuite, il suffit d'arrêter d'entretenir la règle commune, et chacun revient tout naturellement à sa propre pratique, à son propre standard, à sa propre façon de faire. La coordination se défait toute seule, sans que personne ait à la combattre. L'ordre commun demande un effort constant. Le désordre revient de lui-même. Et on arrive au sommet, à la forme la plus achevée du pouvoir des normes. La règle la plus puissante n'est pas celle qu'on impose par la force, c'est celle qu'on ne voit même plus comme une règle, celle qui a disparu dans l'évidence. Quand tu entends, entre guillemets, c'est comme ça qu'on fait, méfie-toi. Tu es devant une norme qui a gagné si totalement qu'elle ne représente même plus comme un choix. Elle ne se présente même plus comme un choix, pardon. Parce qu'une règle qu'on perçoit comme un choix, on peut la discuter, la contester, la changer. Mais une règle devenue la façon normale de faire devient indiscutable. Et une règle qu'on ne discute plus est une règle qu'on ne combat plus. L'invisibilité n'est pas une faiblesse de la norme, c'est son arme la plus puissante. Et il faut tenir les deux visages de la norme en même temps, sans en choisir un seul. D'un côté, la norme rend possible ce qui, sans elle, serait impensable, coordonner des millions de gens qui ne se parleront jamais, faire confiance à un inconnu parce qu'on partage les mêmes règles, brancher, échanger, coopérer à une échelle inouïe. Sans normes communes, pas de civilisation, c'est le versant lumineux. Mais de l'autre côté, toute norme est le terrain de celui qui l'a fixée. C'est un choix déguisé en évidence. Un avantage silencieux pour celui qui l'écrit, parfaitement invisible pour celui qui l'a subi. La même norme qui nous permet de coopérer avantage discrètement celui qui tient le stylo. Les deux sont vrais en même temps. Donc pour récapituler, la norme est un cadre invisible, on ne la remarque qu'au moment où quelqu'un la transgresse. Un standard s'impose par l'adoption, pas par le mérite, et une fois adopté, il se verrouille, même quand une meilleure existe. Et surtout, écrire la règle vaut infiniment mieux que gagner la partie, la norme la plus forte étant celle qui a disparu dans l'évidence, au point qu'on ne songe même plus à la discuter. C'est le quatrième invisible. Mais il reste une question, une dernière. On a dit qu'une norme fixe la règle, mais comment sait-on si la règle est respectée? Comment vérifie-t-on? On mesure, on compte, on chiffre, on évalue, et c'est là que se cache le cinquième et dernier invisible, le plus vertigineux de tous. Parce que mesurer n'est jamais neutre. Décider ce qu'on compte, c'est déjà décider ce qui existe. Choisir l'instrument, c'est déjà fabriquer une part de la réalité. La mesure, c'est le dernier épisode de cette saison, celui qui ferme la boucle et qui va nous ramener, par un chemin inattendu, à la toute première chose dont on a parlé, la confiance. Allez, à très vite.